Alors je m'appelle Dimitri Gourrier, je suis né en banlieue parisienne, j'ai déménagé très tôt, très jeune à Ajaccio en Corse et je suis depuis une dizaine de mois à Dubaï. Et donc ouais, non, on a débarqué, on est arrivé le 23 août à Dubaï, on a pris un petit Airbnb et l'école ça s'est très bien passé pour ma fille. Dès le premier jour elle a dit je veux plus rentrer. Et ma femme pas, elle a dit non on rentrera plus. Alors dans la vie, on a des droits, des devoirs. Le devoir que j'ai, c'est auprès de ma fille. C'est déjà de la mettre en sécurité. On n'est plus en sécurité en France. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voit, il n'y a plus de sécurité. Mais il y a un truc qui est intéressant à Dubaï, c'est qu'en fait, on peut vraiment vivre la vie qu'on veut. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais Dubaï, c'est hyper cher, tout est cher, les assurances sont chères. » Mais franchement, il y a des quartiers où t'arrives, tu peux même manger pour 5 €. Moi, j'ai boxé en pro, j'ai fait 7 combats pro. Mais qu'est-ce que je suis fier, c'est fou. J'ai pris un KO plexus, le nez 5 fois cassé, l'oreille, on voit, elle était refaite. Et en fait, c'est des cicatrices, on est content d'avoir cette cicatrice. Hello, hello, bienvenue dans notre podcast Mindset Révolution. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, en la personne de Dimitri. Dimitri de marque, merci à toi. Merci. Dimitri, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va. On est à Dubaï. On est à Dubaï. Donc, on va échanger aujourd'hui. On va parler d'immobilier, on va parler de la vie à Dubaï. Exactement. On va parler, on aura pas mal d'anecdotes aussi à partager avec les gens qui nous écoutent. Voilà. Donc voilà, est-ce que déjà tu pourrais te présenter, Dimitri, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors je m'appelle Dimitri Gourrier, je suis né en banlieue parisienne, après j'ai déménagé très tôt, très jeune à Ajaccio en Corse et je suis depuis une dizaine de mois à Dubaï suite à un voyage à Dubaï. J'ai pas voulu aller en Thaïlande, j'ai voulu faire la moitié, je voulais pas faire trop de chemin, trop d'heures d'avion pour aller en Thaïlande. Donc j'ai découvert Dubaï. Là, il y avait une sale réputation, mais je me suis dit, tiens, les histoires d'influenceurs, on les connaît, superficielles, c'est pas naturel. Oh là là. Moi-même, je voulais pas y aller. Je me suis dit, ah, ça doit pas être. Je savais pas comment c'était. Et drôlement surpris, parce que je me suis dit, je vais y habiter. Ok. Donc en 6 mois, j'étais là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as aimé Dubaï? Parce que justement, on entend tout et n'importe quoi sur Dubaï. Les influenceurs, comme tu disais, surtout les Français, les influenceurs français, en tout cas, ils ont mauvaise presse. Ici, en fait, qu'est-ce que tu as aimé quand tu es venu ici? En plus, on t'a fait un petit raccourci, mais tu as grandi quand même en banlieue parisienne, tu m'as dit, c'est ça? Voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, voilà, je veux changer de vie, je veux partir dans un autre pays? Alors, dans la vie, on a des droits, des devoirs. Et le devoir que j'ai, c'est auprès de ma fille. Je suis son père, il y a des devoirs, c'est déjà de la mettre en sécurité. On n'est plus en sécurité en France. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voit, il n'y a plus de sécurité. À partir de là, il n'y a pas d'autre discussion que la mettre en sécurité. D'accord. Donc les histoires de pas naturel, il fait trop chaud, ça passe après la sécurité de ma fille. Nous, il se posait un problème encore, c'était que pour les études, fallait amener, fallait envoyer il n'y a qu'une faculté à Corté, il fallait envoyer ma fille, lui payer un appartement à Paris ou à Nice. Donc il y avait un film Taken là où il envoyait. Non, impossible d'envoyer ma fille loin de moi. Donc pour ses études, pour ce qu'on sait de l'avenir de l'Europe, faut être renseigné ce qui se passe, c'est très très compliqué. Donc j'étais renseigné sur tout ça et bon, ça fait un déclic. Je voyais pas Dubaï aussi grand, autant de construction, moi qui ai du bâtiment. Donc je me suis dit, construction aussi grand, l'éducation, ça remplissait tout ce qu'il fallait pour l'avenir, quoi. Et plus j'avance, plus j'ai découvert qu'en fait, c'est le futur. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, surtout en France, de la sécurité. Et parfois, quand on parle de ça, les gens, ils pensent un petit peu qu'on est en mode anti-français. Mais en fait, c'est juste un constat. On constate qu'il y a une recrudescence des incivilités, des agressions. Dernièrement, toutes les personnes qui possèdent de la crypto en France, ils sont kidnappés, ils se font agresser. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable, mais en fait, il suffit de voir les autres pays où il n'y a pas de boulot. Ça arrive. Quand on regarde les séries comme Gomorrah, on regarde l'Italie, c'est ce qui va arriver. Quand il n'y a plus de boulot, qu'on est taxé, le trafic de drogue monte, et tout doucement, on arrive vers des gens qui cherchent l'argent. Ils vont vouloir avoir de l'argent, et ça ne va pas s'arrêter de là. Et il faut partir. Faut partir. Donc moi, je suis parti, et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite. Et je suis rentré, donc je suis venu pour monter une boîte de rénovation, qui est toujours. Je me suis associé avec une architecte qui était déjà là avec ses parents depuis 20 ans, qui faisait ça depuis 20 ans. Elle, depuis 12 ans. Je me suis associé parce qu'il y avait de la paperasse, je ne gérais pas trop l'anglais.
Et je me suis fait recruter à une salle de sport qui est mondialement connue, Binous Gym, où les Ouais, influenceurs on vous voit tous là-bas. Voilà, tout le monde va là-bas. Et il n'y a pas que les influenceurs français, il y a des gros influenceurs de tous les pays du monde. Ça arrive en grosse voiture. Donc l'entrepreneur qui fait du business, ils arrivent le matin très tôt, ils s'entraînent. Donc il y a tous les profils. Et pour faire Dubaï, ça marche au réseau. Quand on m'a dit ça, c'est Binous Gym, le sport passe par là. Donc soit tu vas faire du golf, soit tu... Donc là, j'avais trouvé l'intérêt pour la salle de sport, ça regroupe. Donc Binous Gym pour ouvrir des portes. Et voilà, donc je commence à faire un gros réseau et on m'a recruté, quelqu'un qui faisait des clips de rap connus dans le milieu du rap depuis 12 ans. Il m'a dit, tiens, tu passais bien dans la caméra, ça serait bien, est-ce que tu as une expérience? Et tout doucement, je suis rentré dans l'immobilier, parce que l'immobilier, la rénovation, ça va, on peut faire un accompagnement des clients. Ça fonctionne avec. Et même moi, j'y pensais beaucoup, tu vois. Moi, en France, je fais pas mal d'accompagnement clé en main pour mes clients. Voilà. Tu vois, sur de la rénovation, sur des achats-reventes. Et c'est vrai qu'on est sans cesse à la recherche de personnes pour pouvoir rénover, ou d'entreprises sérieuses pour pouvoir rénover les différents biens immobiliers. Et c'est vrai qu'à Dubaï, en fait, le marché, il est énorme en immobilier. Tu n'imagines même pas le nombre d'appartements qui est à retaper ici, tu vois. Donc, franchement, pour toutes les personnes qui souhaitent faire de la rénovation, c'est vraiment le bon endroit parce qu'il va avoir un très, très gros marché secondaire. Donc, forcément, il y aura beaucoup de biens à retaper. Donc, je pense que tu as eu raison de venir sur ce créneau. Et même si ça vient d'être livré, comme c'est des constructeurs, il faut savoir comment ça se passe dans le bâtiment. Ils choisissent, ils prennent par palette et les négocient en grosse quantité qu'ils viennent chercher dans des pays, le carrelage, les cuisines. Donc celui-là qui veut personnaliser sa cuisine, il est obligé de rénover, même s'il vient d'être livré. Plus on vient ajouter ça, le problème du climat, l'humidité, les différences de température, chaud-froid, le carrelage saute au bout de... Ça se rénove. On rénove. Tout le monde rénove. Quand on fait des bureaux comme on est ici, ils rénovent. Dès qu'ils font des bureaux, ils veulent changement de propriétaire, ils rénovent. Ça fait que de rénover Dubaï. C'est pas parce que c'est récent qu'on rénove pas. Donc c'est un gros marché, la rénovation. C'est des milliards. Donc la rénovation, l'immobilier, ça va de pair. On vend du off-plan, qui sont pas forcément tous... D'ailleurs, la plupart ne sont pas meublés et pas... Donc on vient, nous aussi, ça fait partie de la rénovation, de l'ameublement. Apporter une touche sympa. Et puis c'est vrai que dans un marché qui va être de plus en plus concurrentiel, on a tout intérêt à maximiser, on va dire, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est design intérieur au niveau des appartements pour être le plus compétitif possible sur le marché. Donc toi, tu disais que maintenant, tu évolues aussi en tant qu'agent immobilier parce que de par les rénovations que tu pouvais faire, tu as eu les contacts, donc tu as pu aussi intégrer des agences immobilières. Donc comment tu trouves aujourd'hui le marché de l'immobilier sur Dubaï? Est-ce que tu peux un petit peu le comparer avec ce que tu as pu connaître en France? Qu'est-ce que tu as remarqué? Quelles sont les spécificités en tout cas de ce marché de ton point de vue? Alors il est différent de la France. Un agent immobilier en France, attention, c'est pas n'importe, on parle pas de l'agent qui fait juste des visites. Un très bon agent immobilier en France, il doit avoir une connaissance dans le bâtiment. Il y a plein de facteurs, ils doivent calculer. Bon, t'es gentil parce que là tu parles des connaissances dans le bâtiment. Non, il y a beaucoup d'agents. Je vais te le dire, à Paris, en France. Tu as beaucoup d'agents immobiliers qui connaissent absolument, rien du tout au bâtiment. Et voilà, moi, j'avais de la chance, en tout cas, de m'y connaître parce que j'ai un père qui a travaillé pendant 30 ans dans le bâtiment. Donc, j'ai pu voir un petit peu, j'ai pu aller sur les chantiers, j'ai pu travailler sur les chantiers. Donc, j'ai cette visibilité-là, on va dire, sur le bâtiment. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas tout le monde, mais c'est ce qui fait la différence. Celui qui va faire une expertise, qui va faire des rapports, qui va pouvoir chiffrer. Attention, ça peut être complexe, comme on parle de juste le mettre sur le site, prendre 3 photos. Oui, ça, il y en a plein qui le font. Et c'est ce qui fait qu'à Dubaï aussi, tu peux te démarquer entre l'agent. Moi, je ne me considère pas comme agent, comme conseiller. Je ne suis pas l'agent, je fais pas de... Moi, ce que je veux, c'est du conseil stratégique en investissement. C'est comment gagner de l'argent, comment optimiser. Parmi 150 développeurs, 2144 projets à l'heure actuelle, comment, par rapport à ce profil-là, une vraie analyse du profil, le conseiller au mieux par rapport à son budget. Son budget... Ce qu'il veut faire, est-ce qu'il va venir à Dubaï? S'il s'expatrie à Dubaï, il va chercher un développeur avec les mètres carrés, les square feet qui sont plutôt grands. Et on va chercher la qualité pour y habiter. S'il veut juste faire du locatif, flipping, de la plus-value, ça va peut-être pas être le même développeur. Certains sont très bien pour ce type de... Il faut arrêter de regarder ces campagnes marketing. C'est du marketing. Donc nous, on est là pour
pour démystifier tout ça. Tu as dit beaucoup de choses, on va revenir tout doucement. Tu disais un truc qui était hyper intéressant sur le fait que c'est pas juste être un agent immobilier, c'est aussi apporter du conseil. Et c'est comme ça aussi qu'on va très clairement se démarquer. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu as tellement d'agents immobiliers ici et les mecs, ils veulent que vendre, que vendre, que vendre, que vendre. Aujourd'hui encore, j'avais un développeur, hein, je ne vais pas citer son nom, qui est venu nous voir et lui, il nous parlait que de la vente. Mais à aucun moment, je l'ai entendu lui dire ouais, est-ce que vous apportez vraiment une expertise à votre client? Alors que le client, lui, veut savoir est-ce que ça va être rentable, est-ce que son bien, il a la bonne vue, est-ce que derrière son bien, il va pouvoir être vendu. Tu vois, il y a quand même des choses très, très importantes lorsque tu vas proposer un bien à un client. Et en plus, sur de l'off-plan, il faut savoir que quand tu achètes sur plan ici, il faut avoir les reins solides. C'est-à-dire que tu vas mettre un apport, il faut s'assurer que demain, tu vas pouvoir payer toutes les mensualités. Je sais qu'il y a des agents ici, ils n'en ont absolument rien à foutre. À partir du moment où le client il a mis ses 24% et que derrière, lui, il a touché sa com. Il touche sa com aux 24%. Voilà, et derrière, si le client il est dans la merde, il lui dit au revoir, merci. Donc non. Globalement, c'est vraiment un métier de conseil. Alors, moi, j'ai pris ça quand on avait nos amis au collège. Certains, beaucoup. Après, on ne leur parle pas parce que soit ils ne nous tirent pas vers le haut, soit il n'y a aucun intérêt. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas l'abbé Pierre de l'amitié. C'est-à-dire que j'ai pas de... Ouais. Voilà, je vais pas... Là, maintenant, quand tu rentres et que tu deviens plus salarié et que tu montes ton entreprise, avec qui tu deviens ami? Ton expert comptable et ton avocat fiscaliste si tu as une grosse boîte. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va te dire comment tu économises, comment tu fais gagner de l'argent. Dans l'immobilier, on est censé faire pareil. Qu'on soit vraiment les yeux et les oreilles du client. Avoir, moi, donc la connaissance du bâtiment, c'est quand je parle finition et faire les calculs, leur donner un dossier, leur dire combien vous allez gagner, tel endroit, c'est fait pour ça. Et certains, ils le cherchent. D'autres, bon, bah après, c'est des acheteurs. On ne pourra jamais enlever les acheteurs compulsifs. Ils voient une campagne, eux, ils n'ont pas besoin. Ce qu'ils veulent, c'est juste acheter. C'est ça. Voilà. Donc, il faut différencier ce client-là. Et moi, je suis là. Moi, je me suis plus porté vers l'accompagnement de personnes qui se disent, moi, écoute, en fait, plus on monte, plus les gens, ils ont de l'argent. Moins ils les dépensent inutilement, plus ils veulent être sûrs du chiffre. Ouais. Moins ils ont d'argent, des fois, plus ils balancent dans les choses et ils seraient prêts à mettre les 24% et pas arriver... Parce qu'il n'y a pas de banquier ici qui fait une analyse de savoir est-ce que vous êtes capable de payer. C'est ça. Ils ont les 24%. Un passeport et de l'argent et ça y va. C'est un avantage, mais c'est aussi assez dangereux pour les personnes qui n'ont pas réellement fait de plan de financement. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des personnes, moi, qui sont venues me voir, moi je le dis clairement, qui avaient juste l'apport nécessaire. Et je leur dis non, en fait, avec ça, vaut mieux que vous restiez en France, cet apport-là, vous le mettez, vous faites un financement et vous achetez un immeuble de rapport. Là, au vu des finances que vous avez, des revenus que vous avez, si vous partez sur cet achat, au bout de 8 mois, vous n'allez plus pouvoir payer, tu vois. Donc, globalement, il faut vraiment faire de l'accompagnement. Tout à l'heure, tu disais un truc qui était intéressant. Tu as parlé d'un terme technique, le flip. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors, le flip, il y a eu comme plusieurs flips à l'époque. C'était le flip, il y a un plan de paiement sur 2 à 3 ans avant la construction. C'est en général 60% à payer pendant la construction, si c'est pendant 3 ans, avec des mensualités. Là, tu parles du plan de paiement déjà. Plan de paiement, ouais. Pour un achat immobilier. 60, et 40% à la remise des clés. Et en fait, ils vont se soucier d'avoir l'argent des 60%, pas des 40%, et de revendre avant la remise des clés pour faire une plus-value et repayer. Donc les 40%, ils vont revendre, ils vont payer les 40%. Ils ont payé déjà les 60% et la plus-value, il va leur rester juste le bénéfice de la plus-value. Ils auront à payer aussi les 4% de DLD qu'on verra après. Et en fait, ça permet de revendre. C'est purement faire de l'argent. C'est-à-dire que c'est l'investisseur qui dit je veux faire de l'argent, je ne veux pas de locataire, parce qu'il y a des gens qui viennent acheter. Il y a des gens qui ne veulent pas attendre les 3 ans et ils sont prêts à payer. Donc celui-là qui veut acheter en secondary, le second market, qui veut l'acheter tout de suite pour le livrer, ils savent qu'il y en a un qui a attendu les 2-3 ans. Et s'ils l'achètent eux, c'est avec 15, 20, 30. Il y a eu à l'époque même des 50% de plus-value. Et il y en a, ils prennent sur plusieurs projets, ils en revendent un. En fait, il y a de la stratégie, il y a une vraie stratégie de chiffres. Et j'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui achètent des étages entiers, des 10, 15 unités, parce qu'ils savent pertinemment que derrière, ils vont pouvoir faire de la spéculation. Parce que voilà, quand il n'y avait que 20 studios dans une résidence et un institutionnel, il arrive, ou une grosse société, un fonds d'investissement, il va acheter pour 15 de ces studios-là. Forcément, il n'en reste que 5, donc ils sont vendus rapidement.
Et derrière, le mec, il va attendre la livraison, ou proche de la livraison, il va les remettre. Et c'est très bien qu'il va faire minimum du 15-20%. Et je sais que, voilà, on parle de 15-20% aujourd'hui, mais à l'époque, les mecs, ils ont fait du x2. Voilà. Clairement, sur le marché se stabilise. Donc, il y a possibilité encore de faire des bons flipping, mais dans des localisations particulières. Et nous, on est là pour leur dire s'il y a possibilité. Parce que certains veulent faire du flipping avec des longs plans de paiement à 35 km de Dubaï. Ce qui n'est pas possible. On essaie de leur dire, mais c'est compliqué. Certains, ils veulent y croire. Et c'est comme un enfant, la petite souris. Des fois, on a beau lui dire, elle ira toujours demander l'avis de sa mère qui lui dira non, n'écoute pas, ils sont jaloux dans la classe. L'écoute pas, elle existe. Donc, des fois, on essaye de les conseiller. Certains ne veulent pas être conseillés, mais non, voilà. On fait de la stratégie pour du flipping, c'est une autre stratégie. Mais il y a possibilité encore de faire du flipping à Dubaï. Ouais. Et après, c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi avoir des coups de cœur sur des zones. Et il y a surtout des modes. À un moment donné, il y avait la mode de la marina au tout début. Après, bon, les prix ils ont vraiment explosé. Après, il y a eu la mode de JVC. Là, maintenant, la mode, on va dire, c'est quoi? C'est autour du casino, tout ça et tout. Donc, pas de mode. C'est comme la politique, comme le vote. Il ne faut pas mettre d'émotion. C'est ça. C'est de la stratégie, c'est des chiffres, c'est ce que je dis souvent à mes clients lorsque je parle de Dubaï. Parce que comme, en fait, beaucoup de personnes mettent de l'émotion par rapport à ce qu'ils vont entendre dans les médias, tout ça et tout, mais moi, factuellement parlant, quand je regarde Dubaï, je vois que c'est à peu près 160 000 nouvelles personnes qui arrivent chaque année. C'est-à-dire qu'en comptant les personnes qui partent et qui viennent, donc c'est plus 160 000. En face, c'est quoi l'offre de construction? Je sais quoi, 60 000, 70 000? Je crois que... Combien de projets? Ouais, de projets en termes d'appartements qui sortent chaque année, VS, le nombre de personnes qui rentrent. Ah oui, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de construction. Donc voilà, moi je regarde juste ça. Il n'y a pas assez de construction si on prend Dubaï. Mais si maintenant on fait une stratégie, on regarde quartier par quartier. Et c'est pas pareil. Il y a des quartiers qui sont faits pour les familles, où ils ont fait des fois trop d'unités, trop de studios et de one bed, où ils n'ont pas assez vendu. Donc on fait de la stratégie, de la localisation et micro-localisation. On va essayer de regarder dans un quartier même, est-ce que qui vient? Parce qu'en fait, on peut savoir maintenant... Là, c'est de la frappe chirurgicale là, que tu fais là. C'est ça de la vraie analyse. C'est ça pour ne pas se tromper. Dans tous les cas, même s'il y a saturation dans un quartier, le temps que ça éponge, il y aura des saturations. Temps, ça vient, ça part. Il y a du temps. Et puis au final, je pense que ça serait une bonne chose parce que ça va venir un petit peu tasser les prix. Parce que je trouve que les prix de la location en ce moment, ils sont quand même en train de s'enflammer. Moi, j'ai eu pas mal de potes ici. Ils ont reçu des courriers du propriétaire leur expliquant là, on augmente de 20 à 30%. Donc, ils ont dû partir un petit peu plus loin. Donc, il y a aussi. Mais par rapport à quoi? C'est fou. Si on prend les grandes villes, oui, par rapport à Dubaï, ce qu'on a connu. Mais Dubaï, c'est Dubaï. Ça veut dire que maintenant, comparé à Singapour, comparé à New York, ouais, ça commence. On est loin là. Ouais. On est loin. Donc ça va monter. Ça va continuer à monter. Ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. On parle de Dubaï maintenant. Ouais. Parce qu'ils ils se sont habitués au prix que c'était. C'était comme certains pays. Non. Là maintenant, Dubaï, c'est des infrastructures, tout ce qu'ils mettent en place. Le monde entier vient y habiter. Donc c'est l'offre et la demande. Et là, ça va exploser. Ça fait partie Mais il y a un truc qui est intéressant à Dubaï, c'est qu'en fait, on peut vraiment vivre la vie qu'on veut. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais Dubaï, c'est hyper cher. Tout est cher. Les assurances sont chères. » Mais pour avoir visité pas mal de quartiers, franchement, il y a des quartiers où tu arrives, tu peux même manger pour 5 €. Même à Business Bay, là on a nos bureaux à Business Bay, en bas là, tu as un restaurant, je crois, indien ou pas, tu manges pour 8,50 €. Ouais, c'est ça, pour 8,50 €. Alors moi, ça cher dans un quartier d'affaires. Je suis un très bon exemple de où je me suis installé avec ma famille. Le quartier le plus, ça fait des vues, ça, le quartier le plus détesté, enfin la communauté, Damac Hills 2. Ouais, des deux. 37 km du Burj Khalifa, c'est la route rapide où j'amène ma fille à l'école, donc c'est une autoroute. C'est en plein désert, donc il doit y avoir plus de 5000 maisons, peut-être 30 000 habitants, donc c'est des townhouses, des maisons. Ouais, j'ai vu, c'est des maisons à l'enfilade un peu. Piscine à vagues, des piscines de partout, dans les clusters, terrain de foot, terrain de tennis, c'est incroyable ce qu'ils ont fait là-bas. Salle de sport, il y a tout, piste pour courir de 8 km. Je paye pour 4 chambres, une townhouse, 30 000 € l'année. Si on met ça, incroyable. Si on met ça au mois, je suis dans les 2 000 €. Et pour ce qui est des assurances, on est 3, je suis à 3 000 €. Et j'ai même rapatriement vers la France. Donc 3 000 €, ce qu'on paye nous en France, la sécurité, rend-nous la carte.
Ça vaut largement le coup. Ça vaut largement Sans compter l'URSSAF que tu vas payer sur tes revenus, tu es largement gagnant. Ouais, parce que je suis un chef d'entreprise. Donc en France, on sait que c'est 25% qui financent les 60. C'est 20 ou 30% qui financent tout le monde. Ouais. Qui financent tout le monde. Ouais. Hein. Donc non, je suis plus gagnant à Dubaï, c'est pas vrai. Donc justement, tu parlais de la possibilité justement de pouvoir aussi aller un petit peu plus loin à Dubaï. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que tu as le choix. Si tu veux, tu peux aller un petit peu plus loin pour aller avoir des endroits qui sont un petit peu plus familiaux. Si tu as besoin de t'approcher de downtown, bah, tu vas plutôt aller vers la marina et compagnie, ou sinon tu vas aller peut-être vers Business Bay. On peut vivre la vie qu'on veut. Voilà, et ce qui revient le plus souvent, c'est que voilà, peu importe où tu es, en fait, tu es en sécurité. Ouais, mais quand on regarde une personne qui habite en banlieue parisienne, il y a énormément de millions de personnes qui sont en banlieue parisienne. Le moindre déplacement, moi je vois mon frère, il passe 1h30 le matin, les embouteillages. Ça peut être rapide, ça peut être une demi-heure de route normalement, mais ça peut être 1h30. Pour rentrer 1h30, ça fait 3 heures. Et mes parents, ils ont pris le train pendant 35 ans. C'était ça tous les jours. Donc en fait, des millions de personnes dans toutes les métropoles du monde font des embouteillages, que ce soit New York, partout. À Dubaï, il y a un peu d'embouteillage quand on rentre dans Dubaï, mais c'est pas énorme. J'ai connu ce que c'était les embouteillages. Ça va, et en fait, ça va se développer. Une métropole, on sait maintenant depuis les Romains, on l'apprenait je crois en 6e, le développement d'une métropole, par anneau ou par croissant, de la mer vers la terre. On sait que maintenant, ça va doucement, ça va aller vers le désert. Donc, Mais c'est exactement ça, parce que je sais pas si tu connais la zone, si tu dois connaître de Marne-la-Vallée, tu sais, vers Disneyland, tout ça à Paris. Ouais. Et à l'époque, les gens ils disaient ouais, mais Marne-la-Vallée, c'est hyper loin, c'est dans les champs, c'est à la campagne, tout ça. Aujourd'hui, là-bas, les prix ils ont augmenté, c'est incroyable. Moi, je suis parti tôt, je suis parti à 15 ans. Donc, des T3 à l'époque, moi, quand je vendais dans le neuf là-bas là, du T3, c'était du minimum 300 000. 300 000 euros un F3 à Marne-la-Vallée. Et encore là, maintenant, dans les 350. Ça, c'était la réalité du marché, alors qu'à l'époque, les mecs, ils te disaient que c'était la campagne. Et c'est quoi, ça se développe autour de en fait, c'était tout ce qui était à côté autour de Disneyland. Et pour te dire, Disneyland, vu que tous les promoteurs ont construit à côté de Disneyland, même à un moment donné, ils avaient même prévu de lancer une promotion immobilière. Finalement, je ne sais pas où ça en est, mais ils avaient pour projet de le faire parce qu'ils se sont dit que tous les promoteurs, ils ont profité de Disneyland Paris justement pour pouvoir se développer et vendre des biens hyper chers. Et les promoteurs ils se sont gavés là-bas. Il y a Paris, il y a Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, ça s'est développé parce qu'il y avait Disneyland. C'est ça. Donc on prend Dubaï, Abu Dhabi qui lance Disneyland pour 2000. C'est une dinguerie. Donc on pourrait dire aux investisseurs qu'ils n'ont pas le choix, que ça va venir. Mais là tu me parles de Disneyland, mais il y a trop de trucs. Ah ouais. Entre le casino, là-bas, une zone, je crois que les gens, ils connaissaient même pas l'Émirat là-bas. Ras Al Khaimah, Marjan Island, parce qu'en plus, c'est même pas juste l'Émirat. C'est une île qui fait 4,5 km². Incroyable. Et 2023, c'était dans les 500 000 personnes. Là, il y a 1,3 million. Ça va continuer à monter. Jusqu'à 5,5 millions, ils attendent le Wynn Resort comme à Las Vegas et Macao. Et ça va être le nouveau Ibiza avec des boîtes de nuit. Ça va éclater là-bas. Ouais, c'est pour toutes les personnes. En plus, pendant longtemps, les gens ils disaient qu'il n'allait jamais avoir de casino justement aux Émirats. Et j'ai entendu aussi qu'ils ont racheté des licences pour Dubaï aussi. Et que, Abu Dhabi, peut-être pour le. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, il y a des licences qui ont été achetées, des droits pour Dubaï, mais apparemment, ils vont laisser le casino d'abord un petit peu se construire. Une fois que ça aura bien fonctionné, je pense qu'ils vont enchaîner avec un casino à Dubaï. Ça ne m'étonnerait pas. C'est des spéculations, moi, j'ai entendu mais on verra. J'ai entendu Abu Dhabi, mais je crois qu'il y a une exclusivité déjà de 10 ans. Donc à vérifier, tout va tellement vite. Mais ça va très vite. Ça va très vite parce que je me souviens, il y a quelques années encore, les gens ils disaient ouais, mais ce projet de casino aux Émirats, ça verra pas le jour. Et bien là, ils sont en train de construire la tour. Et franchement, je suis passé à côté, j'ai vu que ça avance vite. On a 60-70%. Incroyable. Moi, j'étais aussi il y a 2 semaines. Ça va vite, il va faire 305 mètres de haut, il va y avoir des salles de spectacle. Il va y avoir une boîte de nuit. Il y a un autre bâtiment qui va avoir une autre boîte de nuit. Il n'y a qu'un chemin en plus pour aller au casino, qu'une route. Donc tous les projets qu'on propose, nous, ils sont sur cette même route avec certains plages privées. Ça va. Je pense que les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte du dynamisme du marché de Dubaï. On n'est pas en train de survendre vraiment Dubaï. Ce sont vraiment des faits en fait. On est factuel. Dans ce qui est en train de se faire, je pense qu'il y a rarement eu des projets aussi ambitieux que celui des Émirats.
ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est du très très lourd. Mais ce qu'ils ont déjà mis en place. Les investissements. Maintenant, en fait, ils ont une feuille de route. Là, il y a le plan 2040 ouais. qui a été signé. Je crois que c'est le 5e. Mais en fait, ça fait 50 ans qu'ils font des feuilles de route. Ils font tout ce qu'ils disent. D'ailleurs, tu peux me dire un petit peu, parce qu'on en parlait la dernière fois, de ce qui est au niveau du plan 2040, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, ils sont en train de planter des millions d'arbres. Ouais. Déjà. 60% d'espace vert en plus. Ouais. C'est énorme. Il y en a partout. J'étais un peu dans le désert, c'est-à-dire que c'est des allées. Ils veulent vraiment être un symbole de l'écologie, mais l'écologie pour des zones arides, zones extrêmes. Il ne faut pas comparer. Ouais. Parce que j'avais expliqué pour l'arrosage, ça se faisait par désalaison de la mer, où ils récupèrent l'humidité des condensats clean. Il y a plein de moyens qui veulent le faire. Ils sont à la pointe de la technologie, de l'écologie. Ouais. Faut pas y croire. Hein. Ils ont fait venir des grands... Ouais. Des grands techniciens, comment on appelait ça là, dans tout, que ce soit pour les fonds marins, des agronomes, des gens comme ça là. Tout ce qu'ils font, ils sont obligés de faire venir. Ils prennent nos grosses têtes françaises. Hein. Les États-Unis proposaient des postes, mais là ils font venir nos ingénieurs français, les gros ingénieurs de tout, d'Inde, de partout. Donc ils réfléchissent, ils y mettent les moyens. Quand il y a les moyens, c'est comme tout. Donc 60% d'espace vert en plus. Ils vont faire des lignes de métro de partout, qui ont au moins 60% de la 60 à 80% de la population à moins de 800 mètres d'une station de métro. Donc c'est bien à pied, 800 mètres. C'est pour ça que quand on choisit des projets immobiliers, on sait qu'il ne faut pas les prendre... C'est pour ça que je parlais de micro-localisation. Ouais. Dans un quartier, s'il a 1,5 km de la station de métro, nous, on sait que c'est peut-être pas un bon projet qui va aller... Donc nous, on fait vraiment de l'analyse comme ça. C'est pour ça que c'est pointu. Une analyse, c'est pointu. Et donc, il va y avoir aussi le fait de presque doubler la population d'ici 2040. Ça, c'est important. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait en 50 ans, de le refaire en 15 ans. C'est énorme. Et 4 fois plus de plages publiques. Incroyable. Parce que les plages sont souvent privées, les hôtels, ils les privatisent. Donc 4 fois plus, ça va ramener beaucoup plus de personnes. Donc ouais, ils se développent à une vitesse. Et la vision qu'ils ont eue déjà à l'époque, il faut y penser. Qui aurait pensé de faire un palmier, un deuxième en pleine mer ? Ramener du sable déjà à l'époque, c'est-à-dire que même c'était un projet complètement fou. Hein. C'est fou, mais même je pensais qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Je me souviens de ce projet-là de la palme. Je crois que ça avait été sold out en moins d'un jour, je crois. C'était fou. Toutes les stars, je crois qu'ils avaient déjà réservé à l'avance. Et je crois qu'ils ont tous fait du x2, x3, x4. Je crois que même Beyoncé, quand elle a chanté, ça a fait un x2. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Et là, ils sont sur Palm Jebel Ali, et c'est pareil, ils sont en train d'exploser, ils sont en train de sold out ultra rapidement. Et ça va se développer vers Palm Jebel Ali, qui va y avoir le nouvel aéroport Al Maktoum. Donc il est déjà existant, l'Al Maktoum. Ouais, ils vont le développer. 5 fois plus grand que celui-là qui existe déjà. Donc je crois que c'est 3 fois plus grand que Roissy. Ouais. Jusqu'à 260 millions de touristes qui vont être attendus d'ici, pas tout de suite, faut laisser le temps. C'est énorme. Donc toute cette zone Dubai South, ça va se développer. Il faudra les loger, ces gens-là. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Ça va apporter 500 000 emplois. En plus de ça, ouais. Voilà. Ça fait, on a vu par rapport à ce qui s'est fait de l'aéroport d'Istanbul, quand ils l'ont fait, il est énorme déjà. Et on a vu que déjà, ça va apporter 225 000 emplois. Ouais, direct et indirect. Voilà, ça va être pratiquement un peu plus du double. Donc 500 000 emplois. Il va falloir les loger, ça va être des familles. Donc ça va être aussi stratégique. Abu Dhabi, stratégique. Ras Al Khaimah, donc Disneyland et ce Dubai South. À des endroits stratégiques, il va falloir pareil, choisir des bons développeurs. Il ne faut pas se mettre partout. Pareil, on fait la stratégie. Il ne faut pas y aller bête et discipliné. Parce que celui-là qui investit tout de suite dans Dubai South, l'aéroport n'y est pas encore tout de suite. Donc, c'est-à-dire que pas avec n'importe quel développeur, pas dans n'importe quelle typologie. Voilà, il faut réfléchir. Après, il faut toujours expliquer aux clients aussi que c'est enfin, pour ceux en tout cas qui veulent faire du placement long terme, parfois les infrastructures ne sont pas encore là. C'est-à-dire qu'elles sont déjà signées. Ils ont parfois commencé à faire les travaux. Et il faut attendre, en tout cas, que ça se fasse. C'est comme quand il y a eu le projet du Grand Paris, en région parisienne, où ils ont développé au fur et à mesure les transports. Et tu as eu pas mal de villes du 93 notamment, ou même du 92, qui ont pris encore plus de valeur. Sauf que des projets comme ça, comme je le dis souvent, il y en a des dizaines à Dubaï, entre les taxis volants qu'ils veulent mettre en place, les tours Trump, le projet de la nouvelle Silicon Valley. Ouais, uniquement, je crois, que sur l'IA. Ouais, exactement, à Dubaï Silicon Oasis, faire venir il y a plusieurs zones franches pour certains qui délocalisent leur entreprise.
pas payer d'impôts, il y a plein de choses de la fiscalité. Pareil, on accompagne là-dessus, des créations d'entreprises. On peut faire un accompagnement à 360. On sait vraiment tout le monde, tous les budgets du petit studio jusqu'à 200 millions on peut tout faire. La tour Trump, c'est un bon exemple. Ouais. Si Trump il a été mettre son nom, c'est pourquoi. Faut pas regarder, faut se focaliser pareil sur la tour Trump. Faut se focaliser sur qui va venir autour. Les prix vont monter, Business Bay, Meydan, tout va monter parce qu'il met sa tour. Il y a de la stratégie dans tous les projets et dans tout ce qu'il y a. Il faut faire une analyse plus approfondie que juste regarder la tour. Moi, je sais que pendant longtemps, ils disaient que Dubaï, c'était une bulle, que ça allait exploser, mais force est de constater que ça continue à monter. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu la crise, il y a eu le Covid, après ça a augmenté, après il y a eu la guerre en Ukraine, ça a encore augmenté, après il y a encore la crise économique en Europe, c'est encore en train de monter, mais finalement, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça monte. Soit c'est au niveau géopolitique, soit c'est tout simplement grâce aux différentes infrastructures qui sont mises en place. Et en plus, tous les events aussi qui mettent en place. Parce que franchement, les dirigeants ici, c'est vraiment des vrais chefs de projet. Hein. Ouais, les mecs, ils sont vraiment en train de tabler. Et je sais qu'en plus, ils sont payés au résultat. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont vraiment payés pour pouvoir avoir du résultat. Et franchement, on voit avec quelle simplicité ils arrivent à faire les choses. Ne serait-ce que le principe du DLD, le Dubai Land Department, qui remplace les notaires. Là, en ce moment, je suis encore en train de parler avec des notaires parce que je suis en train de faire des transactions en France. À chaque fois, c'est un papier à gauche, à droite, pour des biens qui ont déjà été vendus. Tu imagines, eux, le DLD, ils ont tout enregistré. Ils ont déjà tout. Ce n'est pas la peine de demander 15 millions de documents. Si je veux refaire une vente, ils ont déjà tous les éléments. Et si je veux faire un achat en 24 heures, en une semaine, c'est réglé. À Paris, même si tu veux payer cash, ça va te prendre 2, 3, 4 mois pour faire une vente, juste à cause des papiers. Et franchement, c'est cette simplicité qu'il y a dans l'administration qui va faire que forcément, ça va encore plus se fluidifier et ça va permettre justement au marché de continuer à se développer. Et je vois à chaque fois, c'est une amélioration. Même quand je suis rentré, je suis arrivé à Dubaï l'autre jour, pour toutes les personnes qui sont déjà venues à Dubaï, maintenant, ils peuvent passer par le truc automatique, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'immigration, maintenant, tu arrives, tu passes en 3 minutes. C'est incroyable. Ils vont aller plus loin avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils veulent aller à la pointe de l'intelligence artificielle, s'ils font tout ça. Dubaï Silicon Oasis, l'IA, c'est qu'ils y mettent l'IA de partout. Toutes les reconnaissances des voitures, s'il y a quoi que ce soit, on est repéré. Et ils veulent faire pareil par la suite pour les aéroports. Pour le nouvel aéroport, que ça soit juste qu'on passe, c'est que juste avec notre visage. Avec le visage, ouais. J'ai vu ça. Il y a tellement de choses au final que des fois, j'ai pas en tête ce qu'ils sont en train de faire. L'IA, elle est partout, que ce soit même tout est géolocalisé, tout. Les bus pour ma fille, elle prend pas le bus, mais pour les écoles, ils savent au mètre près, ils savent, il y a tout. Ici. S'il y a quoi que ce soit un problème, s'il dévie de la route, tout de suite, en moins de 10 minutes, il y a tout de suite une patrouille. C'est super réglementé, super carré, l'IAF et tout. Ils y ont mis vraiment les moyens et le plan 2040 fait qu'ils ont signé pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai énuméré, et ils vont s'y tenir. Ils vont y mettre les moyens pour tout ça et devenir la zone. Ils veulent devenir la zone numéro 1. Bon, pour moi, je la vois déjà comme une numéro 1, mais peut-être que leur concurrent, c'est quoi, New York, peut-être ou, Franchement, moi, concurrent, j'aurais dit Miami, moi, tu vois. J'aurais dit Miami. En plus, moi, Miami, c'était vraiment mon premier amour. En plus, Miami, j'ai toujours kiffé Miami. Après, j'aimais bien les États-Unis. J'aimais bien le soleil, la plage. Après, bon, vu que moi, je suis haïtien et qu'à Miami, il y a beaucoup d'Haïtiens, j'aimais bien aussi cet aspect-là où j'avais l'impression d'être avec mes compatriotes. Mais Miami, c'est cher. Miami, c'est cher et t'as pas trop le choix, comme à Dubaï, d'aller dans des quartiers comme des Deira, des trucs comme ça. Sinon, tu vas aller très, très loin. Tu vois, alors que là, tu roules 15-20 minutes, tu es dans un quartier où tu manges à 2 euros, tu vois. Donc, Dubaï, c'est par rapport à Miami, moi, je trouve que c'est plus cher. Mais ça reste une zone assez intéressante. Mais je vois encore qu'il y a pas mal de développement de résidences qui font à Miami. Mais quand je vois les prix, franchement, il y a encore plus d'amenities à Dubaï. Et tu as des mêmes résidences à Miami, mais qui sont 2 fois, 3 fois plus chères. Ça me tentait bien, Miami. Mais depuis que maintenant j'ai regardé des TikTok et que je compare avec Dubaï, c'est compliqué. C'est pas photo. Je me suis même dit, mais où aller? Moi, et c'est un petit peu plus compliqué aussi pour les différents visas aussi aux États-Unis. Autant à Dubaï, c'est assez simple, toute ta société. Ou sinon, tu fais un investissement ou un plus gros investissement. Tu vois, tu
as deux, trois visas différents, mais aux États-Unis, je crois que tu en as une vingtaine. C'est hyper compliqué, hyper complexe. C'est ce qui joue la différence. Après, il y a une histoire de fiscalité entre les États-Unis et la France, la double imposition, il faut voir vraiment. C'est ça, ouais. Parce que même si tout n'est pas tout beau, tout rose pour Dubaï, il faut regarder que c'est en fiscalité. Ça reste quand même. C'est incroyable. Tout parfait, mais niveau fiscalité, quand on est fiscalement français, j'avais fait un classement des meilleures destinations. Dubaï et Abu Dhabi, ça reste en premier. C'est-à-dire qu'on peut pas. On peut essayer de trouver la petite bête, oui, mais quand même en premier. Voilà, ça n'existe pas une destination parfaite mais c'est Dubaï. On peut pas. Ouais. C'est vrai que comme tu as dit, en fait, on ne trouvera jamais une destination parfaite où tout est parfait, où on paye 0 € d'impôt. D'ailleurs, maintenant à Dubaï, sur les sociétés, enfin depuis un petit bout de temps maintenant, on paye 9% à partir de 175 000 € de bénéfices. 95 000. 95 000. Les premiers 95 000, c'est zéro. Ça restera zéro. Et dépassé, ça devient 9%. 9%. Mais attention, on parle de bénéfice. C'est-à-dire que si tu prends. Ouais, c'est du bénéfice. Normalement, je sais pas, c'est par rapport à la boîte. Il faudrait regarder avec un fiscaliste, mais celui-là qui prend sa Ferrari sur la boîte, celui-là qui fait, il mange. Tu te prends un gros revenu aussi, parce que tu n'as pas d'impôt sur le revenu. Tu te prends un gros revenu. Il faudrait vérifier si on a le droit de se prendre 20 000 € par mois, mais je pense pas ça empêche. Ouais, je pense qu'au vu de certains potes à moi qui sont là, bon, à vérifier. J'aime pas dire des bêtises, mais normalement. Mais en tout cas, ils ne payent pas trop d'impôts. Voilà, ça reste quand même quelque chose de gérable. Mais tu sais que le gouvernement des Émirats a récupéré énormément d'argent avec ces 9%. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent, puisqu'en fait, on n'en a pas besoin. Ouais. Et ils se sont dit, en fait, on va créer plus d'hôpitaux, plus de choses pour pouvoir on va dire, faciliter le quotidien des gens aux Émirats. Tu vois comment les mecs réfléchissent, ils n'ont même pas besoin de cet argent. Ils vont l'utiliser, ils le réinvestissent dans le pays. C'est ça le principe. Et malheureusement, je sais que l'Europe, ils tapaient un petit peu sur les Émirats parce qu'ils avaient l'impression d'avoir une fuite de capitaux. C'est réel. Hein. C'est pour ça que parfois, il y a encore aussi des difficultés lorsqu'on veut faire des virements de l'Europe vers les Émirats. On le voit avec certaines personnes qui veulent réserver des biens. Parfois, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, il y a cette fuite de capitaux et ils n'aiment pas trop, quoi. Et quand les capitaux partent quand même. Parce que quand ils partent, ils ne reviennent pas. C'est ça le problème. Non, mais à croire qu'ils le cherchent. Devant, on se pose la question. Est-ce que l'Europe le cherche ? Ils font tout en sorte pour que les patrons partent. Ils sont en train de chercher de l'argent. Et attention, moi je suis parti parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas encore commencé à payer. Donc on est en train de là. Déjà, ce qu'on rembourse, c'est la dette de la dette. Dette de la dette. Ouais. Donc il ne faut pas croire qu'on rembourse quelque chose. C'est juste la dette de la dette. Ouais. Donc déjà, c'est un peu. Ça fait même pas évoluer le pays. C'est parce qu'on réemprunte. Mais là, bientôt, il va falloir payer le Covid. Là. C'est quand on était à l'arrêt. Ouais. Et là, ça va devenir compliqué. C'est déjà qu'on a eu les gilets jaunes pendant 2 ans. C'était chaud. Le temps, ça fait même plus longtemps, je crois. 2 ans, mais en fait, sur la totalité, ça a été plus de 2 ans. Mais ça va être quoi maintenant ? Comment ils font ? Ils vont réemprunter ? Franchement, je pense qu'en ce moment, on fonce dans le mur. Je t'avouerai que je ne suis pas trop, en général, BFM et compagnie, tout ça, parce qu'ils racontent tellement de conneries. Mais franchement, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Les politiques, entre ceux qui se font arrêter, qui se font condamner parce que les mecs, ils mettaient tous les membres de leur famille et ils prenaient des salaires. Bon, alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui leur a été reproché. Entre ceux qui font des dépenses incroyables ou qui n'en ont absolument rien à foutre d'endetter le pays. On se retrouve avec une dette incroyable. Derrière, ils veulent taper sur les entrepreneurs. Tu as des relances URSSAF. Ils veulent augmenter aussi les taux de prélèvement de l'URSSAF. Ils veulent rajouter de la TVA sur les micro-entrepreneurs. Donc, en fait, c'est plein de conneries comme ça où je me demande, mais en fait, ils veulent aller où, en fait ? Ils veulent aller où ? Ils cherchent quoi ? Ce qu'ils cherchent, c'est qui, déjà ? Qui ? Il faut demander qui. On est l'Europe, il n'y a plus la France. C'est qui l'Europe ? C'est tout ce qui est derrière l'Europe, tout ce qu'ils font. On n'est plus souverain, donc la France, maintenant, je sais qu'on dit la France. Ok, on a une langue française. Nous avons plus de frontières. Nous sommes l'Union européenne. Macron est quand même représentant. C'est vrai que lui, c'est un pro-européen et je pense que son rêve, c'était d'être le roi de l'Europe. C'est ça. Il est quand même il est quand même représentant de l'Europe. Qu'est-ce qu'il est exactement ? Mais c'est pas juste il est président. S'il parle pour l'Europe, c'est parce qu'il représente l'Europe. Donc la France, je sais que certains sont patriotes de la France. On est désolé, mais Nicolas Sarkozy a donné les pleins pouvoirs à l'Europe depuis lui. C'est lui le dernier qui a donné plein pouvoir. Donc on est vraiment plus. On est
nos lois européennes priment sur les lois nationales. À partir de là, ça veut tout dire. Nous sommes européens, nous sommes plus français. C'est ça. C'est compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reste quand même libre. Nous, on n'invite personne à venir vivre aux Émirats. Tu peux aller où tu veux, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Asie. Il y a plein de personnes qui sont en Asie. Ça se passe aussi très bien. Plein de personnes qui sont parties aussi au Canada. C'est juste que l'Europe, aujourd'hui, voilà, c'est trop compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Moi, c'est surtout ce qui me gêne, c'est la sécurité. Certaines valeurs aussi que je ne partage plus avec les choses qu'ils peuvent inculquer à nos enfants à l'école. Et je vois qu'on fonce dans le mur. Et je me vois pas trop rester trop longtemps encore là-bas. Je ne sais pas à quelle date encore je me déplacerai. Mais en tout cas, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont emboîté le pas, comme toi, hein, comme tu as pu faire. J'ai pas eu le temps de me poser trop de questions. Et comment ça a été? Parce que du coup, tu es arrivé ici avec ta famille, tout ça, l'acclimatation avec... Ça a été, il m'est arrivé pas mal de galères quand même. Hein. J'arrive, il y a une chronologie pareille j'essaie de mettre tout en place. Déjà, entre un déménagement... moi j'ai une femme, elle recueille des chats, donc je sais pas ce qu'elle fait. J'avais un petit chien, après j'avais un chat, mais en fait elle en a trouvé un. Et en fait on s'est retrouvé à amener 2 chats à un chien, donc il a fallu payer. Ça nous a coûté 4 500 € pour les faire venir. Ah ouais, quand même. Ouais, et sans compter qu'elle a trouvé un autre chat ici, donc là c'est encore c'est dans les quartiers, ils viennent et c'est une histoire de fou. Et donc on a débarqué, on est arrivé le 23 août à Dubaï. Donc avec des valises de partout. Et on a pris un petit Airbnb. Et en fait, il y a des chronologies, parce qu'en fait, il faut d'abord faire son permis, changer son permis. On n'a pas le droit d'acheter la voiture. Donc on s'est retrouvé déjà à changer le permis, mais on ne pouvait pas tant qu'on n'avait pas l'Emirate ID. Il faut faire l'Emirate ID. Donc il a fallu d'abord faire les scanners des poumons, prise de sang, mais en fait, il y a le temps d'attendre 2 semaines. Donc en fait, les deux premières semaines, ça a été une vraie galère. Mais ça fait partie du jeu. Donc on a trimballé de Airbnb en Airbnb. Et l'école, ça s'est très bien passé pour ma fille. Donc dès le premier jour, elle a dit je veux plus rentrer. C'est vraiment c'est fort. Je dis, ah ouais, c'est vraiment on peut plus rentrer. Et ma femme pas, elle a dit non, on rentrera plus. Je dis non, quand même si. Non, c'est vraiment Dubaï, ça met vraiment un coup. Et je connais personne qui est venu là qui a dit non, ça met. Si ma belle-mère quand même qui débarquait de Corse qui a dit ah ouais, je m'attendais pas à ça. Tout ce qu'on m'avait dit que ça allait pas. C'est fou, hein. C'est fou. Moi, j'ai ramené aussi mes beaux-parents aussi, il y a quelques années. Ils ont beaucoup aimé. Ils avaient pas mal d'a priori, sachant que voilà, nous, on est une famille chrétienne. On reste quand même dans un pays musulman. Ils avaient pas mal d'a priori, mais quand ils sont venus, ils ont vu que voilà, ici, je crois que c'est plus de 200 nationalités différentes, plein de religions différentes. Donc les gens, ils ont appris à vivre ensemble. Et ça, c'est ce qui est fort ici quand même. Hein. C'est le nombre de nationalités différentes qu'il y a ici. Parce que les gens, ils voient le Dubaï, mais ce Dubaï, vraiment, que moi non plus, je suis pas fan. Business Bay, toutes ces tours, le béton. Ok, je suis pas quelqu'un qui veut habiter dans des appartements, dans des grandes tours de plus de 100 étages. Mais quand on se recule un peu, ces grandes zones pavillonnaires à la Beverly Hills, mais ça, c'est que ça après. Les immeubles, c'est la Marina, Downtown, ok, éventuellement Creek Harbor, mais après, le reste, c'est des grandes zones pavillonnaires. Et là, là, ça fait vacances. C'est ce que j'ai. Ouais, c'est des petites villes, c'est des communautés. Ouais, voilà. Il y a beaucoup d'amenities en plus. Exactement. Ah ouais, en plus, faut regarder ça. C'est que la piscine et tout la mer, la piscine, on a l'impression qu'on est à Center Park toute l'année. C'est qu'on finit l'école. Moi, ma fille, elle finit à 2h. Elle peut aller à la piscine. C'est ce qui est bien. C'est ce que les enfants ils aiment ici, c'est les piscines. Les enfants, ils aiment bien aller à la piscine. Je suis parti à 18 ans, presque 19 ans, de Paris, le fait de débarquer en Corse, je me suis dit, de profiter de la plage, tout ça, le soleil, j'avais l'impression de revivre une nouvelle vie. C'est vrai. Et là, de partir de Corse, pourtant c'est la Corse, c'est bien une des plus belles îles du monde, d'arriver à Dubaï, je dis, je crois que ma vie, elle débute maintenant. C'est fou, hein. C'est fou. Je me dis, alors, il faudrait pas que je rentre, parce que là, ça serait compliqué, mais ouais, non, c'est vraiment là, on vit la meilleure vie. Hein. Justement, moi, j'ai envie de casser un petit peu ce truc-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien un petit peu se moquer des personnes qui vont tester des choses et parfois qui vont peut-être se rediriger vers une autre solution. J'ai entendu, je connais même des personnes qui sont venues vivre à Dubaï pendant un temps et en fait, voilà, ça ne s'est pas forcément bien passé. Ils n'avaient pas les fonds, donc ils ont dû rentrer.
Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se réjouissent de ça. Déjà, ce qu'il faut dire aux gens, déjà, c'est que les gens, ils ont déjà eu le courage de partir déjà. Ayons déjà le courage de nous déplacer, peut-être parfois seul ou avec notre famille. C'est déjà quelque chose qui est bien. Et deuxièmement, au moins, voilà, ils ont testé quelque chose de différent. Ils ont essayé. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. Mais au moins, ils ont eu le mérite d'essayer quelque chose. Et ça, je tenais à le dire parce qu'il y a trop de personnes qui se réjouissent un petit peu parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de se déplacer. Ils ont peur de voyager ou de partir de s'expatrier parce qu'on veut rester dans la zone de confort. De toute façon, c'est ce qui arrive assez souvent. Et quand on voit que quelqu'un le fait, tout de suite, voilà, on est en train d'apporter des critiques. Et quand la personne revient, on se moque, tout ça et tout. Mais voilà, force en tout cas à ceux qui font cet effort-là et qui se battent au quotidien pour pouvoir faire vivre leur famille et faire en sorte de rêver d'une vie meilleure. Ils rêvent, mais ça fait partie de la vie d'essayer. Les plus grandes batailles qu'on a fait, qui a été faites, il y a eu des victoires et des défaites. Ouais. J'avais eu l'exemple du lion. Le lion, il loupe combien de fois sa proie? Combien de fois avant de dire non, il dort, il est là. Il loupe. Ça fait partie de la vie, se louper. Aucun boxeur, à part peut-être Mayweather, qui a fait... Ouais. Il y a eu des défaites. Mike Tyson a eu des défaites. Ouais. Et en fait, on en est fiers. Moi, j'ai boxé en pro. J'ai fait 7 combats pro. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, toi. J'ai vu quelques vidéos. Il cogne. Vous voyez comme ça, là, avec sa tête de beau gosse, mais il cogne. Mais qu'est-ce que je suis fier, c'est fou. Ouais. Je suis fier de le dire. Ça fait pas tâche et moi, j'en suis fier. J'ai pris un KO plexus. Je sais ce que prendre. Bon, dommage, j'aurais préféré au menton. Ça m'a plié de douleur. Parce qu'un KO, un vrai KO, normalement, on ne sait pas, on se réveille. J'en ai eu quelques-uns en entraînement. Enfin, pas des vrais. Mais là, celui-là, dommage, c'était au corps. Mais c'est une fierté. Ça fait comme une cicatrice. C'est des choses. Le nez 5 fois cassé. L'oreille, on voit, elle était refaite au rugby. Et en fait, c'est des cicatrices. On est content d'avoir cette cicatrice. Certains, ils voudraient faire, mais sans la cicatrice. Ça fait partie. Il faut la cicatrice, il faut l'échec. À la fin de sa vie, quand on est vieux, on dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. T'as vu, on est content de raconter quand on a eu mal ou quelque chose, mais on veut pas que ça arrive. Si, ça fait partie. Et celui-là qui échoue, c'est pas un échec. Je suis venu à Dubaï, j'ai réussi, je suis resté 1 an, 2 ans, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais retenter quelque chose, c'est pas grave. Moi, j'ai un ami, il est venu ici, et il a fait 2 ou 3 allers-retours avec sa femme. Ils repartent, ça loupe, il a renvoyé sa femme sur le continent, et à Nice. Il a fait tout seul, il est resté, il a refait. Il a dit, je lâcherai pas. Il a raison. C'est pas grave. Moi, plan B, je mets pas de plan B vraiment, mais je sais déjà que je rentre, je repars. Maroc, bien sûr. Ça peut être. Alors, je suis dans l'immobilier, il n'y a pas besoin d'être sur place, on fait du off-plan. C'est ça. Je peux être partout. En Malaisie, en France, partout. Les projets, je les connais, j'ai tout, j'ai toutes les applications, j'ai toutes les IA pour les connaître sans besoin de camper chez un développeur et voir une maquette. Je me fiche de la maquette. Surtout que tu es déjà venu sur place, en fait. Donc, tu as déjà une vision globale du marché. Peut-être qu'il faudra que tu fasses les allers-retours de temps à autre pour rester connecté au marché. Je suis connecté. Mais globalement, voilà, tu as déjà toutes les informations. C'est pas être connecté de camper chez des développeurs. C'est que des maquettes. L'analyse du terrain, les quartiers, ils vont pas bouger, on les connaît. L'analyse, moi, je la fais avec un logiciel. Je connais localisation, micro-localisation, les développeurs, je les connais tous. C'est vrai qu'avec l'IA, maintenant, on peut tout faire. Ça y est, je les connais. Ça y est, j'ai fait le tour qui ils sont. J'ai été dans leurs locaux. J'ai plus besoin d'aller les voir maintenant après. Tout se fait à distance. C'est du off-plan. Si je devais vendre du secondary, faire la visite, mais j'ai pas besoin. Sur le off-plan, je peux être partout dans le monde. Je suis même aux États-Unis, à Miami, pour vendre du. Et certains le font ici. Certains, ils sont ici, ils vendent du Marrakech. Donc, je connais des agences, ils vendent du Marrakech, ils vendent du Dubaï et du Marrakech. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'être. Ça y est, maintenant, c'est fini. Mais je pense qu'il y a même des gens ici qui vendent en France aussi. Qui vendent du Dubaï de France. Ouais, qui vendent de la France de Dubaï. J'en connais. J'en connais. Ouais. Ah, maintenant, la France... Parce qu'il y a plein de gens qui viennent installer leur société ici. Ouais. Les mecs, ils ont des commerciaux, qui sont au téléphone ou d'autres. Les mecs, ils travaillent de Dubaï parce que quand ils mettent leur société ici, forcément, ils payent moins d'impôts. Donc, il faut y habiter. Voilà. Ils gèrent. Ah ouais, j'en connais plein. Ils gèrent. C'est des stratégies. Et ouais, quand on est fiscalement plus français, quand on est fiscalement à Dubaï, après, il y a tout intérêt. Il y a tout intérêt à y rester avec les zones franches, c'est ce qu'ils font. Il y a vers Jebel Ali, Silicon Oasis, il y en a plusieurs. Et non, faut vraiment se pencher sur la fiscalité. Ouais. C'est pour ça qu'aussi, pareil, moi je suis entouré, j'ai avocat fiscaliste du barreau de Paris qui est maintenant à Dubaï pour aussi l'accompagnement des clients. Parce que les gens, ils ont des entreprises, ils ont monté des holdings, ils veulent ressortir, ils veulent vraiment un accompagnement. Comment sortir l'argent
de France légalement, parce qu'il y a le droit, faire des. Bien sûr. Il y a des vrais montages financiers à faire, et ça, faut un accompagnement. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant ce que tu dis, parce que plein de fois, en fait, quand on parle de Dubaï, les gens ils pensent que forcément l'argent qui arrive, c'est forcément de l'argent sale ou quoi que ce soit. Mais on peut sortir de l'argent légalement. J'ai le droit d'acheter un bien à l'étranger. Voilà, j'ai le droit de faire un virement d'un bien à l'étranger sur de l'argent que j'ai fait honnêtement. J'ai le droit de faire j'ai le droit de payer aussi en crypto, parce que quand je suis en France, j'ai le droit justement on est assujetti, on va dire, à l'impôt sur les plus-values boursières, donc sur les plus-values des cryptos, donc tu fais tes déclarations. Maintenant, en plus, Binance, tout ça, c'est connecté. Donc voilà, tu arrives et globalement, tu as tout ce qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses correctement, tu vois. Exactement. Il faut parler aussi, ça, on n'a pas parlé des droits de succession. Ouais. Les droits de succession en France, c'est important, parce qu'on parlait déjà de la sécurité pour ses enfants, Mhm. mais payer une maison et la payer une fois et demie, deux fois en France pour après faire un droit de succession et que l'enfant paye, je crois, 20%, si c'est direct, c'est 25%, 20 ou 25% encore payé. Non, quand c'est son devoir de père à dire je veux léguer quelque chose à mes enfants, niveau stratégie, bon, je sais l'amour pour la France, je veux bien, mais après, stratégiquement, pour son enfant, certains, ils ont compris qu'il fallait le mettre à Dubaï dans l'investissement. Après, on porte pas de jugement, Ouais. c'est pas contre la France. Qui est la France? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... C'est la Mm. France, l'Europe. Et s'ils ont envie de payer, bon, c'est leur problème, mais nous, on est là pour les accompagner, ceux qui ont compris qu'il était C'est tout ça. intérêt de... Mm. Et maintenant, avec l'euro numérique, ça va être de plus en plus compliqué. On sent la douille arriver. Clairement, on sent qu'ils veulent nous tracer, qu'ils veulent tracer en tout cas les dépenses, Exactement. tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont pas trop apprécié le développement des cryptos. C'est pour ça qu'il y a eu autant de restrictions sur les plateformes de crypto, notamment à l'époque sur Binance. Moi, j'avais la carte bleue Binance. Je ne sais pas si tu as eu le temps de la voir, celle-là. Non, Et ils l'ont fait annuler. Donc, le gouvernement a fait annuler la carte Binance. C'est-à-dire que Binance nous a envoyé un message en nous disant votre carte bleue crypto, ça ne fonctionnera plus à partir du 31 décembre. Donc, c'est complètement fou. Donc, on a compris qu'ils étaient un petit peu anti-crypto. Et ils se sont dit ils vont créer leur propre monnaie numérique pour avoir le contrôle sur l'argent, et on sait très très bien dans quelle direction ça va, et ça fait longtemps. Les gens ils en ont marre en fait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent, parce qu'ils ont l'impression d'être mis en prison, d'être fliqués. Dernièrement, j'ai encore entendu que tous les paiements, je crois, au-delà de 1 000 € devront être déclarés. C'est-à-dire que tu vas l'acheter une télévision ou je sais pas quoi. C'est plein de trucs comme ça. Je dis, mais c'est pour ça que la liquidité, ils sont en train de la réduire. Je crois qu'ils veulent ils veulent la supprimer. Ils veulent la supprimer. Donc, tous ceux qui avaient de l'argent sous le matelas, c'est fini. Qui faisaient des petits trucs, les brocantes, c'est fini. Il faut aller tout l'air déposer à la banque. Par contre, le problème, c'est que quand tu déposes à la banque et quand tu leur demandes, c'est fini. Faut justifier. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire, tout ce liquide? Papy-mamie qui sont dans des campagnes et qui disent on va pas aller au distributeur à 10 km pour prendre la voiture parce qu'ils sont un peu vides. Ils disent ils les cachent chez eux. Ils ont, à un moment donné, il faut être. Soit il faut trouver un ami qui les met dans des cryptos, ils balancent, parce que Dubaï, ils acceptent la crypto. Donc, il y a toujours des moyens de faire. C'est pas, mais il faut qu'ils commencent à se poser des questions parce que ça va être compliqué bientôt. Au moins, on aura prévenu. Exactement. Dimitri, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines à venir? Alors moi, c'est pas financier. Moi, c'est vraiment continuer dans le même rythme, toujours mon sport, mon conseil, et d'être une personne reconnue dans le conseil immobilier. Je suis pas un vendeur. J'ai pas voulu avoir cette casquette de vendeur. Le vendeur va courir après l'argent. Moi, je vais courir plutôt après la notoriété de ce que je représente dans le métier. C'est le conseiller, parce qu'on est des conseillers. Normalement, on est des conseillers. C'est bien beau de gagner de l'argent, mais si c'est après... moi, je vais élargir un réseau et après se faire un nom. Ça met un peu plus de temps. Mais je vais y arriver et je m'en fais pas. Tout ce que je fais, quand on y met de la volonté, voilà. Je trouve ça noble de conseiller les personnes au mieux possible. Voilà, ça... Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et, tu veux me dire quelque chose? Non, merci pour ce podcast. Et voilà, merci. Merci à toi, merci d'être venu. C'était un plaisir en tout cas d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet-là. C'est un sujet qui déchaîne les passions dès qu'on parle de Dubaï. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces échanges. Donc, abonnez-vous à la chaîne de podcast.
Mettez quoi? Pouce bleu, c'est ça? Et allez partager. De toute façon, voilà, on va partager ça sur les réseaux. Je vais mettre aussi les réseaux de Dimitri. Il y aura aussi mes réseaux. Allez vous abonner à TikTok, Instagram. Voilà. À très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir.